Chapitre 9. Les Morlocks. Il peut vous sembler drôle que j'ai laissé passer 2 jours avant de poursuivre l'indication nouvelle qui me mettait sur la véritable voie, mais je ressentais une aversion particulière pour ces corps blanchâtres. Ils avaient exactement la couleur livide qu'ont les vers et les animaux conservés dans l'alcool, tels qu'on les voit dans les musées zoologiques. Au toucher, ils étaient d'un froid répugnant. Mon aversion était due probablement à l'influence sympathique des Héloïs, dont je commençais maintenant à comprendre le dégoût pour les Morlocks. La nuit suivante, je dormis mal. Ma santé se trouvait sans doute ébranlée. J'étais perplexe et accablé de doutes. J'eus une fois ou deux la sensation d'une terreur intense, à laquelle je ne pouvais attribuer aucune raison définie. Je me rappelle m'être glissé sans bruit dans la grande salle où les petits êtres dormaient au clair de lune. Cette nuit-là, Wina était parmi eux, et m'être senti rassuré par leur présence. Il me vint à ce moment à l'esprit que dans très peu de jours, la lune serait nouvelle, et que les apparitions de ces déplaisantes créatures souterraines, de ces blêmes lémuriens, de cette nouvelle vermine qui avait remplacé l'ancienne, se multiplieraient. Pendant ces 2 jours, j'eus la continuelle impression d'éluder une corvée inévitable. J'avais la ferme assurance que je rentrerais en possession de la machine en pénétrant hardiment dans ces mystérieux souterrains. Cependant, je ne pouvais me résoudre à affronter ce mystère. Si seulement j'avais eu un compagnon. Mais j'étais si horriblement seul que l'idée de descendre dans l'obscurité du puits m'épouvantait. Je ne sais pas si vous comprenez mon état, mais je sentais constamment un danger derrière mon dos. C'était cette incessante inquiétude, cette insécurité, peut-être, qui m'entraînait de plus en plus loin dans mes explorations. En allant au sud, vers la contrée montagneuse qui s'appelle maintenant Combe Wood, je remarquai, au loin, dans la direction de l'actuel Barnstead, une vaste construction verte d'un genre différent de celle que j'avais vue jusqu'alors. Elle était plus grande que les plus grands des palais et des ruines que je connaissais. La façade avait un aspect oriental, avec le lustre gris pâle, une sorte de gris bleuté, d'une certaine espèce de porcelaine de Chine. Cette différence d'aspect suggérait une différence d'usage, et il me vint l'envie de pousser jusque-là mon exploration. Mais la journée était avancée. J'étais arrivé en vue de cet endroit après un long et fatigant circuit. Aussi décidai-je de réserver l'aventure pour le jour suivant, et je retournerai vers les caresses de bienvenue de la petite Wina. Le lendemain matin, je m'aperçus d'une façon suffisamment claire que ma curiosité au sujet du palais de porcelaine verte n'était qu'un acte d'autotromperie qui me donnait un prétexte pour éluder un jour de plus l'expérience que je redoutais. Je résolus donc de tenter la descente sans perdre plus de temps et me mis de bonne heure en route vers le puits situé auprès des ruines de granit et d'aluminium. La petite Wina m'accompagna en courant et en dansant autour de moi jusqu'au puits, mais quand elle me vit me pencher au-dessus de l'orifice, elle parut étrangement déconcertée. « Au revoir, petite Wina », dis-je en l'embrassant. Puis la reposant à terre, je cherchais, en tâtonnant par-dessus la margelle, les échelons de descente, avec hâte plutôt. Je ferais aussi bien de le confesser, car je craignais de voir faillir mon courage. D'abord, elle me considéra avec étonnement. Puis elle poussa un cri pitoyable et, se précipitant sur moi, chercha à me retenir de tout l'effort de ses petites mains. Je crois que son opposition m'excita plutôt à continuer.
Je la repoussai, peut-être un peu durement, et en un instant j'étais dans la gueule même du puits. J'eus alors à donner toute mon attention aux échelons peu solides auxquels je me retenais. Je dus descendre environ 200 mètres. La descente s'effectuait au moyen de barreaux métalliques fixés dans les parois du puits, et comme ils étaient adaptés au besoin d'être beaucoup plus petits et plus légers que moi, je me sentis rapidement engourdi et fatigué. Ce n'est pas tout. L'un des barreaux céda soudain sous mon poids, et je me crus précipité dans l'obscurité qui béait au-dessous de moi. Pendant un moment, je restai suspendu par une main, et après cette expérience, je n'osais plus me reposer. Quoique mes bras et mes reins fussent vivement endoloris, je continuai cette descente insensée aussi vite que je pus. Ayant levé les yeux, je vis l'ouverture, un petit disque bleu, dans lequel une étoile était visible, tandis que la tête de la petite Wina se détachait, ronde et sombre. Le bruit régulier de quelques machines venant du fond devenait de plus en plus fort et oppressant. Tout, excepté le petit disque au-dessus de ma tête, était profondément obscur, et quand je levai les yeux à nouveau, Wina avait disparu. J'étais dans une agonie d'inquiétude. Je pensais vaguement à regrimper et à laisser tranquille le monde souterrain. Mais même pendant que je retournais cette idée dans mon esprit, je continuais de descendre. Enfin, avec un immense soulagement, j'aperçus vaguement, à quelque distance à ma droite dans la paroi, une ouverture exiguë. Je m'y introduisis et trouvai que c'était l'orifice d'un étroit tunnel horizontal dans lequel je pouvais m'étendre et reposer. Ce n'était pas trop tôt. Mes bras étaient endoloris, mon dos courbattu, et je frissonnais de la terreur prolongée d'une chute. De plus, l'obscurité ininterrompue avait eu sur mes yeux un effet douloureux. L'air était plein du halètement des machines pompant l'air au bas du puits. Je ne sais pas combien de temps je restais étendu là. Je fus éveillé par le contact d'une main molle qui se promenait sur ma figure. Je cherchai vivement mes allumettes et précipitamment en craquai une, ce qui me permit de voir, penchés sur moi, 3 êtres livides, semblables à ceux que j'avais vus sur terre dans les ruines, et qui s'enfuirent en hâte devant la lumière. Vivant comme ils le faisaient, dans ce qui me paraissait d'impénétrables ténèbres, leurs yeux étaient anormalement grands et sensibles, comme le sont ceux des poissons des grandes profondeurs, et ils réfléchissaient la lumière de la même façon. Je fus persuadé qu'ils pouvaient me voir dans cette profonde obscurité, et ils ne semblèrent pas avoir peur de moi, à part leur crainte de la lumière. Mais aussitôt que je craquai une allumette pour tâcher de les apercevoir, ils s'enfuirent incontinents et disparurent dans de sombres chenaux et tunnels, d'où leurs yeux me fixaient de la façon la plus étrange. J'essayai de les appeler, mais le langage qu'ils parlaient était apparemment différent de celui des gens d'au-dessus, de sorte que je fus absolument laissé à mes seuls efforts, et la pensée d'une fuite immédiate s'empara tout de suite de mon esprit. « Tu es ici maintenant pour savoir ce qui s'y passe, me dis-je alors, et je m'avançai à tâtons dans le tunnel, tandis que grandissait le bruit des machines. Bientôt, je ne pus plus sentir les parois, et j'arrivai à un espace plus large. Craquant une allumette, je vis que j'étais entré dans une vaste caverne voûtée, qui s'étendait dans les profondeurs des ténèbres, au-delà de la portée de la lueur de mon allumette. J'en vis autant que l'on peut en voir pendant le court instant où brûle une allumette. Nécessairement, ce que je me rappelle reste vague. De grandes formes, comme d'énormes machines, surgissaient des ténèbres et projetaient de fantastiques ombres noires, dans lesquelles les morlocks, comme de ternes spectres, s'abritaient de la lumière. L'atmosphère, par parenthèse, était lourde et étouffante, et de fades émanations de sang fraîchement répandu flottaient dans l'air. Un peu plus bas, vers le centre,
j'apercevais une petite table de métal blanchâtre sur laquelle semblait être servi un repas. Les morlocks, en tout cas, étaient carnivores. À ce moment-là même, je me rappelle m'être demandé quel grand animal pouvait avoir survécu pour fournir la grosse pièce saignante que je voyais. Tout cela était fort peu distinct, l'odeur suffocante, les grandes formes sans signification, les êtres immondes aux aguets dans l'ombre et n'attendant que le retour de l'obscurité pour revenir sur moi. Alors l'allumette s'éteignit, me brûla les doigts et tomba, tache rouge rayant les ténèbres. J'ai pensé depuis que j'étais particulièrement mal équipé pour une telle expérience. Quand je m'étais mis en route avec la machine, j'étais parti avec l'absurde supposition que les humains de l'avenir devaient certainement être infiniment supérieurs à nous. J'étais venu sans armes, sans remède, sans rien à fumer. Parfois le tabac me manquait terriblement, et je n'avais même pas assez d'allumettes. Si seulement j'avais pensé à un appareil photographique pour prendre un instantané de ce monde souterrain, afin de pouvoir l'examiner plus tard à loisir. Mais, quoi qu'il en soit, j'étais là, avec les seules armes et les seules ressources dont m'a doué la nature, des mains, des pieds et des dents, plus 4 allumettes suédoises qui me restaient encore. Je redoutais de m'aventurer dans les ténèbres, au milieu de toutes ces machines, et ce ne fut qu'avec mon dernier éclair de lumière que je découvris que ma provision d'allumettes s'épuisait. Il ne m'était jamais venu à l'idée, avant ce moment, qu'il y eût quelque nécessité de les économiser, et j'avais gaspillé presque la moitié de la boîte à étonner les Héloïs, pour lesquels le feu était une nouveauté. Il ne m'en restait donc plus que 4. Pendant que je demeurais là, dans l'obscurité, une main toucha la mienne. Des doigts flasques me palpèrent la figure, et je perçus une odeur particulièrement désagréable. Je m'imaginais entendre autour de moi les souffles d'une multitude de ces petits êtres. Je sentis des doigts essayer de s'emparer doucement de la boîte d'allumettes que j'avais à la main, et d'autres derrière moi qui tiraient mes habits. Il m'était indiciblement désagréable de deviner ces créatures que je ne voyais pas et qui m'examinaient. L'idée soudaine de mon ignorance de leur manière de penser et de faire me vint vivement à l'esprit dans ces ténèbres. Je me mis, aussi fort que je pus, à pousser de grands cris. Ils s'écartèrent vivement, puis je les sentis s'approcher de nouveau. Leurs attouchements devinrent plus hardis, et ils se murmurèrent les uns aux autres des sons bizarres. Je frissonnai violemment et me remis à pousser des cris d'une façon plutôt discordante. Cette fois, ils furent moins sérieusement alarmés, et ils se rapprochèrent avec un singulier petit rire. Je dois confesser que j'étais horriblement effrayé. Je me décidai à craquer une autre allumette et à m'échapper, protégé par sa lueur. Je fis durer la lumière en enflammant une feuille de papier que je trouvai dans ma poche, et j'opérai ma retraite vers l'étroit tunnel. Mais j'y pénétrai à peine que la flamme s'éteignit, et dans l'obscurité, je pus entendre les morlocks bruire comme le vent dans les feuilles ou la pluie qui tombe, tandis qu'ils se précipitaient à ma poursuite. En un moment, je me sentis saisir par plusieurs mains, et je ne pus me méprendre sur leur intention de me ramener en arrière. Je craquai une autre allumette et l'agitai à leurs faces éblouies. Vous pouvez difficilement vous imaginer combien ils paraissaient peu humains et nauséabonds. La face blême et sans menton, et leurs grands yeux d'un gris rosâtre sans paupières, tandis qu'ils s'arrêtaient aveuglés et égarés. Mais je ne m'attardai guère à les considérer, je vous le promets. Je continuai ma retraite, et lorsque la seconde allumette fut éteinte, j'allumai la troisième. Elle était presque consumée lorsque j'atteignis l'ouverture qui s'ouvrait dans le puits. Je m'étendis à terre sur le bord, car les battements de la grande pompe du fond m'étourdissaient. Je cherchais sur les parois, les échelons, et tout à coup, je me sentis saisi par les pieds et violemment
brusquement tiré en arrière. Je craquai ma dernière allumette, qui ne brille pas. Mais j'avais pu néanmoins saisir un des échelons, et, lançant en arrière de violents coups de pied, je me dégageai de l'étreinte des Morlocks et escaladai rapidement le puits, tandis qu'ils restaient en bas, me regardant monter en clignotant de leurs gros yeux, sauf un petit misérable qui me suivit pendant un instant et voulut s'emparer de ma chaussure, comme un trophée, sans doute. Cette escalade me sembla interminable. Pendant les derniers 7 ou 10 mètres, une nausée mortelle me prit. J'eus la plus grande difficulté à ne pas lâcher prise. Aux derniers échelons, ce fut une lutte terrible contre cette défaillance. À plusieurs reprises, la tête me tourna et j'anticipais les sensations d'une chute. Enfin, cependant, je parvins du mieux que je pus jusqu'en haut et, enjambant la margelle, je m'échappai en chancelant hors des ruines jusqu'au soleil aveuglant. Là, je tombais la face contre terre. Le sol me paraissait dégager une odeur douce et propre. Puis, je me rappelle Wina, baisant mes mains et mes oreilles, et les voix d'autres Héloïse. Ensuite, pendant un certain temps, je reperdis connaissance. Chapitre 10. Quand la nuit vint. Je me trouvais, après cet exploit, dans une situation réellement pire qu'auparavant. Jusque-là, sauf pendant la nuit d'angoisse qui suivit la perte de la machine, j'avais eu l'espoir réconfortant d'une ultime délivrance. Mais cet espoir était ébranlé par mes récentes découvertes. Jusque-là, je m'étais simplement cru retardé par la puérile simplicité des Héloïs et par quelque force inconnue qu'il me fallait comprendre pour la surmonter. Mais un élément entièrement nouveau intervenait avec l'écœurante espèce des Morlocks. Quelque chose d'inhumain et de méchant. J'éprouvais pour eux une haine instinctive. Auparavant, j'avais ressenti ce que ressentirait un homme qui serait tombé dans un gouffre. Ma seule affaire était le gouffre et le moyen d'en sortir. Maintenant, je me sentais comme une bête dans une trappe, appréhendant un ennemi qui doit survenir bientôt. L'ennemi que je redoutais peut vous surprendre. C'était l'obscurité de la nouvelle lune. Wina m'avait mis cela en tête par quelques remarques d'abord incompréhensibles à propos des nuits obscures. Ce que signifiait la venue des nuits obscures n'était plus maintenant un problème bien difficile à résoudre. La lune était à son déclin. Chaque jour, l'intervalle d'obscurité était plus long. Et je compris alors, jusqu'à un certain point au moins, la raison pour laquelle les petits habitants du monde supérieur redoutaient les ténèbres. Je me demandais vaguement à quelles odieuses atrocités les Morlocks se livraient pendant la nouvelle lune. J'étais maintenant à peu près certain que ma seconde hypothèse était entièrement fausse. Les habitants du monde supérieur pouvaient bien avoir été autrefois une aristocratie privilégiée, et les Morlocks leurs serviteurs mécaniques. Mais tout cela avait depuis longtemps disparu. Les deux espèces qui étaient résultées de l'évolution humaine déclinaient ou étaient déjà parvenues à des relations entièrement nouvelles. Les Héloïs, comme les rois carolingiens, en étaient venus à n'être que des futilités simplement jolies. Ils possédaient encore la terre par tolérance et parce que les Morlocks, subterranéens depuis d'innombrables générations, étaient arrivés à trouver intolérable la surface de la terre éclairée par le soleil. Les Morlocks leur faisaient leurs habits, concluais-je, et subvenaient à leurs besoins habituels, peut-être à cause de la survivance d'une vieille habitude de domestication. Il le faisait comme un cheval cabré agite ses jambes de devant, ou comme un homme aime à tuer des animaux par sport, parce que des nécessités anciennes et disparues en avaient donné l'empreinte à l'organisme. Mais manifestement, l'ordre ancien était déjà en partie inversé. La némésis des délicats Héloïs s'avançait pas à pas.
Pendant des âges, pendant des milliers de générations, l'homme avait chassé son frère de sa part de bien-être et de soleil. Et maintenant, ce frère réapparaissait transformé. Déjà les Éloïs avaient commencé à apprendre une vieille leçon. Il refaisait connaissance avec la crainte. Et soudain me vint à l'esprit le souvenir du repas que j'avais vu préparer dans le monde subterranéen. Étrangement, ce souvenir me hanta. Il n'était pas amené par le cours de mes méditations, mais survenait presque hors de propos. J'essayais de me rappeler les formes. J'avais un vague sens de quelque chose de familier, mais à ce moment, je ne pouvais dire ce que c'était. Pourtant, quelque impuissants que fussent les petits êtres en présence de leur mystérieuse crainte, j'étais constitué différemment. J'arrivais de notre époque, cet âge mûr de la race humaine, où la crainte ne peut arrêter et où le mystère a perdu ses épouvantes. Moi, du moins, je me défendrais. Sans plus de délai, je décidai de me faire des armes et une retraite où je puisse dormir. Avec cette retraite comme base, je pourrais affronter ce monde étrange avec quelque peu de la confiance que j'avais perdue en me rendant compte de l'espèce de créature à laquelle, nuit après nuit, j'allais être exposé. Je sentais que je ne pourrais plus dormir avant que mon lit ne fût en sûreté. Je frémissais d'horreur en pensant à la manière dont ils avaient déjà dû m'examiner. J'errais cet après-midi-là au long de la vallée de la Tamise, mais je ne pus rien trouver qui se recommandât comme inaccessible. Tous les arbres et toutes les constructions paraissaient aisément praticables pour des grimpeurs aussi adroits que les Morlocks devaient l'être, à en juger d'après leur puits. Alors les hautes tourelles du palais de porcelaine verte et le miroitement de ses murs polis me revinrent en mémoire, et vers le soir, portant Wina sur mon épaule comme une enfant, je montai la colline en route vers le sud-ouest. J'avais estimé la distance à environ 12 ou 13 kilomètres, mais elle devait approcher plutôt de 18. J'avais aperçu le palais la première fois, par un après-midi humide, alors que les distances sont trompeusement diminuées. En outre, le talon d'une de mes chaussures ne tenait plus guère et un clou avait percé la semelle. J'avais de vieilles bottines confortables pour l'intérieur, de sorte que je boitais, et ce ne fut que longtemps après le coucher du soleil que j'arrivai en vue du palais dont la noire silhouette se dressait contre le jaune pâle du ciel. Wina avait éprouvé une joie extrême lorsque je commençai à la porter, mais après un certain temps, elle désira marcher et courir à mes côtés, s'agenouillant parfois pour cueillir des fleurs dont elle garnissait mes poches. Wina avait toujours éprouvé à l'égard de mes poches un grand embarras, mais à la fin, elle en avait conclu qu'elles devaient être tout simplement quelque espèce bizarre de vase pour des décorations florales. Du moins, les utilisait-elle à cet effet. Oh, et cela me rappelle. En changeant de veste, j'ai trouvé... Notre ami s'arrêta, mit sa main dans sa poche et, silencieusement, plaça sur la petite table 2 fleurs fanées assez semblables à de très grandes mauves blanches. Puis il reprit son récit. Comme le calme du soir s'étendait sur le monde et que par-delà la colline nous avancions vers Wimbledon, Wina se trouva fatiguée et voulut retourner à la maison de pierre grise. Mais je lui montrai dans la distance les toits du palais de porcelaine verte et réussis à lui faire comprendre que nous devions chercher là un refuge contre la crainte. Vous connaissez cette grande paix qui tombe sur les choses au moment où vient la nuit. La brise même s'arrête dans les arbres. Il y a toujours pour moi dans cette tranquillité du soir comme un air d'attente. Le ciel était clair, profond et vide, à part quelques barres horizontales à l'extrême horizon, vers le couchant. Ce soir-là, l'attente prit la couleur de mes craintes. Dans ce calme ténébreux, mes sens parurent avoir acquis une acuité surnaturelle. Je me figurais sentir le sol creux sous mes pieds et voir même à travers la terre des Morlocks.
comme dans une fourmilière, allant de ci, de là, dans l'attente des ténèbres. Dans mon excitation, je m'imaginais qu'ils devaient avoir pris mon irruption dans leur terrier comme une déclaration de guerre. Et pourquoi avaient-ils saisi ma machine? Nous continuâmes donc dans la quiétude des choses, et le crépuscule s'épaissit jusqu'aux ténèbres. Le bleu clair du lointain s'effaça, et l'une après l'autre les étoiles parurent. Le sol devint terne, et les arbres noirs. Les craintes de Wina et sa fatigue s'accrurent. Je la pris dans mes bras, lui parlant et la caressant. Puis, comme l'obscurité augmentait, elle mit ses bras autour de mon cou et, fermant les yeux, appuya bien fort sa petite figure sur mon épaule. Nous descendîmes ainsi une longue pente jusque dans la vallée, où, à cause de l'obscurité, je tombais presque dans une petite rivière. Je la passai à gué et montai le côté opposé de la vallée, au-delà de plusieurs palais dortoirs et d'une statue de faune ou de quelque forme de ce genre, à laquelle il manquait la tête. Là aussi, il y avait des acacias. Jusqu'alors, je n'avais rien vu des Morlocks, mais la nuit n'était guère avancée, et les heures sombres qui allaient précéder le lever de la lune n'étaient pas encore proches. Du sommet de la colline, je vis un bois épais s'étendant large et noir devant moi. Cela me fit hésiter. Je n'en pouvais voir la fin, ni à droite ni à gauche. Me sentant fatigué, mes pieds surtout me faisaient très mal. Je posai avec précaution Wina à terre et m'assis moi-même sur le gazon. Je n'apercevais plus le palais de porcelaine verte et je n'étais pas sûr de ma direction. Mes yeux essayaient de pénétrer l'épaisseur de la forêt et je pensais à ce qu'elle pouvait receler. Sous ce dense enchevêtrement de branches, on ne devait plus apercevoir les étoiles. Même s'il n'y avait là aucun danger caché, danger sur lequel je ne tenais pas à lancer mon imagination, il y aurait les racines contre lesquelles trébucher et les troncs d'arbres contre lesquels se heurter. J'étais aussi extrêmement lasse après les excitations de la journée. Aussi décidai-je de ne pas affronter cet inconnu, mais de passer la nuit au plein air sur la colline. Je fus heureux de voir que Wina dormait profondément. Je l'enveloppai soigneusement dans ma veste et m'assis auprès d'elle pour attendre le lever de la lune. La colline était tranquille et déserte, mais des ténèbres de la forêt venaient de temps à autre quelques bruits comme d'êtres vivants. Au-dessus de moi brillaient les étoiles, car la nuit était très claire. Je me sentais comme amicalement réconforté par leur scintillement. Cependant, je ne trouvais plus au ciel les anciennes constellations. Leur lent mouvement, qui est imperceptible pendant des centaines de vies humaines, les avait depuis longtemps réarrangés en groupements qui ne m'étaient plus familiers. Mais la Voie lactée, me semblait-il, était comme autrefois la même banderole effilochée de poussière d'étoiles. Du côté du sud, d'après ce que je pus juger, était une étoile rouge très brillante qui était toute nouvelle pour moi. Elle était plus resplendissante encore que notre Sirius vert. Et parmi tous ces points de lumière scintillante, une planète brillait vivement d'une clarté régulière et bienveillante, comme la figure d'un vieil ami. La contemplation de ces étoiles effaça soudain mes inquiétudes et toutes les gravités de la vie terrestre. Je songeais à leur incommensurable distance et au cours lent et inévitable de leur acheminement du passé inconnu vers le futur inconnu. Je pensais au grand cycle processionnel que décrit le pôle de la Terre. 40 fois seulement s'était produite cette silencieuse révolution pendant toutes les années que j'avais traversées. Et pendant ces quelques révolutions, toutes les activités, toutes les traditions, les organisations compliquées, les nations, langage, littérature,
aspiration, même le simple souvenir de l'homme tel que je le connaissais, avait été balayé du monde. À la place de tout cela restaient ces êtres frêles qui avaient oublié leur haute origine, et ces êtres livides qui m'épouvantaient. Je pensais alors à la grande peur qui séparait les deux espèces, et pour la première fois, avec un frisson subit, je compris clairement d'où pouvait provenir la nourriture animale que j'avais vue. Mais c'était trop horrible. Je contemplais la petite Wina dormant auprès de moi, sa figure blanche de la pâleur des étoiles, et aussitôt je chassais cette pensée. Pendant cette longue nuit, j'écartais de mon esprit, du mieux que je le pus, la pensée des Morlocks, et je fis passer le temps en essayant de me figurer que je pouvais trouver les traces des anciennes constellations dans leur confusion nouvelle. Le ciel restait très clair, à part quelques rares nuages de brume légère. Je dus sans aucun doute m'assoupir à plusieurs reprises. Puis, comme ma veillée s'écoulait, une faible éclaircie monta vers l'est, comme la réflexion de quelques feux incolores, et la lune se leva, mince, effilée et blême. Immédiatement derrière elle, la rattrapant et l'inondant, l'aube vint, pâle d'abord, et puis bientôt rose et ardente. Aucun Morlock ne s'était approché. Ou du moins, je n'en avais vu aucun sur la colline cette nuit-là, et, avec la confiance que ramenait le jour nouveau, il me sembla presque que mes craintes avaient été déraisonnables et absurdes. Je me levai et m'aperçus que celui de mes pieds que chaussait la bottine endommagée était enflé à la cheville et très douloureux sous le talon, de sorte que je m'assis de nouveau, retirai mes chaussures et les lançai loin de moi, n'importe où. J'éveillai Wina et nous nous mîmes en route vers la forêt, maintenant verte et agréable, au lieu d'obscure et effrayante. Nous trouvâmes quelques fruits avec lesquels nous rompîmes notre jeûne. Bientôt, nous rencontrâmes d'autres Héloïs, riant et dansant au soleil, comme s'il n'y avait pas dans la nature cette chose qui s'appelle la nuit. Alors je repensai à ce repas carnivore que j'avais vu. J'étais certain maintenant d'avoir deviné quel mets le composait, et, au fond de mon cœur, je m'apitoyais sur ce dernier et faible ruisseau du grand fleuve de l'humanité. Évidemment, à un certain moment du long passé de la décadence humaine, la nourriture des Morlocks était devenue rare. Peut-être s'étaient-ils nourris de rats et autres vermines. Maintenant même, l'homme est beaucoup moins qu'autrefois délicat et exclusif pour sa nourriture, beaucoup moins que n'importe quel singe. Son préjugé contre la chair humaine n'est pas un instinct bien profondément enraciné. Ainsi donc, ces inhumains enfants des hommes. J'essayais de considérer la chose d'un point de vue scientifique. Après tout, ils étaient moins humains et plus éloignés de nous que nos ancêtres cannibales d'il y a 3 ou 4 000 ans. Et l'intelligence avait disparu qui, de cet état de choses, eût fait un tourment. À quoi bon me tourmenter? Ces Héloïs étaient simplement un bétail à l'engrais que, telles les fourmis, les Morlocks gardaient et qu'ils dévoraient, à la nourriture duquel ils pourvoyaient même. Et il y avait là Wina qui gambadait à mes côtés. Je cherchais alors à me protéger contre l'horreur qui m'envahissait en envisageant la chose comme une punition rigoureuse de l'égoïsme humain. L'homme s'était contenté de vivre dans le bien-être et les délices, aux dépens du labeur d'autres hommes. Il y avait eu la nécessité comme mot d'ordre et excuse, et dans la plénitude des âges, la nécessité s'était retournée contre lui. J'essayai même une sorte de mépris à la Carlyle pour cette misérable aristocratie en décadence. Mais cette attitude d'esprit était impossible. Quelque grand qu'ait été leur avilissement intellectuel, les Héloïs
Ils avaient trop gardé de la forme humaine pour ne pas avoir droit à ma sympathie et me faire partager de force leur dégradation et leurs craintes. J'avais à ce moment des idées très vagues sur ce que j'allais faire. Ma première idée était de m'assurer quelques retraites certaines et de me fabriquer des armes de métal ou de pierre. Cette nécessité était immédiate. Ensuite, j'espérais me procurer quelques moyens de faire du feu, afin d'avoir l'arme redoutable qu'était une torche, car rien, je le savais, ne serait plus efficace contre ces morlocks. Puis, il me faudrait imaginer quelque expédient pour rompre les portes de bronze du piédestal du sphinx blanc. J'avais l'idée d'une sorte de bélier. J'étais persuadé que, si je pouvais ouvrir ces portes et tenir devant moi quelques flammes, je découvrirais la machine et pourrais m'échapper. Je ne pouvais croire que les morlocks fussent assez forts pour la transporter bien loin. J'étais résolu à ramener Wina avec moi dans notre époque actuelle. En retournant tous ces projets dans ma tête, je poursuivis mon chemin vers l'édifice que ma fantaisie avait choisi pour être notre demeure.